En virage aujourd'hui, nous avons en studio la Hyundai Sonata version hybride. Marc Bouchard est allé essayer la Nissan Leaf de nouvelle génération. Aussi, avec DCF, notre ami Sébastien va nous parler de pompes à chaleur dans les voitures électriques. À quoi ça sert? On va en apprendre un petit peu plus un peu plus tard. Aussi, Maxime Dubois va être avec nous pour parler des voitures chinoises dans le deuxième volet. Et on va explorer peut-être les voitures qui pourraient arriver chez nous. Marc Bouchard a beaucoup de nouvelles de l'industrie. À la fin de l'émission, on répond à vos questions. Tout cela Virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Avec moi aujourd'hui en studio, Jacques, bienvenue, Marc Bouchard. Salut, messieurs. Bonjour, Daniel. Ça va bien? Merci, oui. Messieurs, bien contents de la voiture que nous avons en studio aujourd'hui. Hyundai Sonata version hybride. Et c'est surtout le segment des compacts intermédiaires, des véhicules intermédiaires, parce qu'elle est plus grande voiture. Même aux États-Unis, je pense qu'elle est considérée comme grande voiture qu'une petite voiture. Donc, la Sonata, catégorie des berlines. Du côté de chez Hyundai, même des Coréens en général, je dirais qu'on conserve encore ces véhicules, ces berlines, alors qu'ailleurs, on les tasse du revers de la main pour faire place à des véhicules sport utilitaires. Bien dessiné, intérieur, extérieur, belle technologie avec voiture économique. Marc, parle-moi de cette Sonata. Bien, d'abord, c'est la Sonata de Return, parce qu'on sait qu'elle était absente du catalogue, la version hybride, depuis 2 ans au Canada. Donc, on nous ramène ça pour 2026, un modèle qui a été considérablement remanié, évidemment. On va parler du look d'abord. Je pense que le look, l'ancien look de la Sonata n'était pas nécessairement ce qui faisait l'unanimité avec la ligne de Dell sur le capot. Là, on a vraiment quelque chose qui est plus proche d'une espèce de coupé sport. Le capot qui s'étire en avant, la ligne de Dell latérale qui est absolument magnifique. Ça donne vraiment un beau look, surtout que la voiture qu'on a en studio, elle a une couleur grise mat. Bon, c'est une option de 1 500 $, il faut que je vous le dise. Mais c'est réussi. Mais c'est réussi. C'est suggéré. C'est vraiment une belle voiture. Elle est magnifique. Tu parlais de sa catégorisation. C'est qu'aux États-Unis, la façon dont on place les catégories, c'est en fonction de l'espace dans l'habitacle. Alors, le fait qu'elle soit considérée comme une grande voiture aux États-Unis, ça vous donne une indication du dégagement qu'il y a à l'intérieur. Au niveau de la mécanique, je vais laisser Jacques parler plus du côté technique, parce que moi, je vais vous parler d'expérience de conduite, parce que c'est moi qui est arrivé avec elle ce matin. Et il y a 2 éléments qui ont retenu mon attention. D'abord, l'économie. Oui, elle est économique. Un petit peu moins que la Toyota Camry, cependant, OK? Parce que la Camry nous annonce à peu près 5 litres au 100. Elle, on parle plus de 5,6, 5,7. C'est rien de catastrophique. Moi, j'ai fait de l'autoroute pour m'en venir à vitesse tolérée d'autoroute. OK, on va dire ça comme ça pour être poli. Et j'ai quand même fait largement en bas de 7 litres au 100. Donc, alors qu'il fait froid, là. On est dans une température qui est très froide. Donc, honnêtement, de ce point de vue-là, rien à redire. Et c'est la douceur de ce moteur-là. C'est qu'on n'a pas la sensation... On ne se rend pas compte, en fait, de l'alternance entre la version électrique ou pas. Sinon, quand on regarde le tableau de bord, et ça, c'est un peu particulier parce qu'à un moment donné, tu roules sur l'autoroute et tout d'un coup, ton contour tombe à 0. Et là, tu fais OK. Et finalement, il repart. C'est juste que tu viens de passer en mode électrique et tu t'en es pas aperçu. C'est absolument et totalement transparent. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est la présence d'une transmission automatique 6 vitesses au lieu des CVT qui s'éternisent en rapport, comme on le connaît avec la Toyota Camry. Mais dans ce cas-là, on a vraiment des changements qui sont rapides, qui sont précis et ça donne une conduite qui est vraiment agréable. Honnêtement, je vous avoue que quand j'ai réservé la Sonata, j'avais aussi quelques réserves. Finalement, après quelques jours à son volant, au contraire, je suis impressionné. Je ne m'attendais pas à apprécier autant ce véhicule-là. Pour nous, au Québec, on ajoute une traction intégrale puis on a une voiture presque parfaite. Exactement. Tout à fait. C'est Oui, à parce peu que, près ça. effectivement, tu fais bien de le préciser, celle-là n'est pas disponible en version intégrale.
Jacques, qu'est-ce que t'en penses? Oui. C'est une voiture, comme Marc vient de nous expliquer, qui est une voiture drôlement intéressante. Sonata hybride 2026. Ça a existé par le passé, des voitures Sonata hybrides. On était avec quelques voitures. Et les gens ont fait du chemin, ont fait des années au volant de ces voitures-là. Et on avait l'impression que ça ne lâchait jamais. Et il arrive avec cette nouvelle voiture-là pour 2026. Voiture complètement fabriquée en carré. Et ce qui est curieux, c'est que la compétition maintenant qui demeure, qui reste sur le marché, ça vient des Camry, des Honda ou des Altima, trois Américaines qui sont sur le marché et qui, tout à l'heure, vont arriver avec des prix, j'imagine, majorés par rapport à la fameuse taxe. Mais celle-ci, c'est une vraie voiture coréenne, construite à la coréenne aussi. Belle qualité de matériaux. Moi, je trouve que les matériaux à l'intérieur de cette voiture-là sont plus jolis que qu'est-ce qu'on monte à bord de la Camry. Parce que les Camry, on dirait que c'est une bonne voiture, c'est une grosse voiture. La Camry, qui est dans les sédans, la voiture la plus vendue au travers des États-Unis. Mais je trouve qu'ils ont coupé un peu sur la qualité de ces voitures-là. Par contre, au niveau de l'économie, comme Marc disait tout à l'heure, ils sont là. Alors, les ventes au Canada l'année dernière, qui étaient de 2135 voitures, c'est pas énorme. On considère 32 du marché au niveau du Canada. Les ventes au Québec, 355 voitures qui ont été vendues au Québec, 29 du marché ici. Et les ventes aux États-Unis de ça ont augmenté de 53 Alors, ça veut dire qu'il y a un marché drôlement intéressant qui revient. Moi, j'ai l'impression que c'est un marché qui revient vers les États-Unis. J'ai ici écrit la garantie de 5 ans, 100 000 km, comparativement aux autres qui n'ont pas tout à fait cette garantie-là. La compétition, encore une fois, Honda, Accord, Nissan Altima, Toyota Camry ou Crown. Je trouve que la Crown n'est peut-être pas vraiment ajustée pour arriver par rapport au prix, en tout cas, de toute façon. Alors, l'attention portée au détail, moteur 4 cylindres, 2 litres, 150 chevaux et puissance électrique de 51 chevaux, ce qui fait un combiné 192 chevaux pour le rendement. Accouplé à une boîte automatique 6 vitesses, ça change la voiture complètement des autres voitures qu'on conduit, qui ont des boîtes CVT et même si on ajoute des palettes et même si on nous fait croire qu'il y a des changements de vitesse, c'est tout superficiel, il n'y a rien de ça. Alors moi, je trouve que c'est une belle voiture. La petite batterie lithium-ion, je pense qu'elle est d'une bonne grosseur, 1,6 kWh, ce qui permet... Tu sais, tout à l'heure, tu parlais que tu roules sur la route, puis tout à coup, ça tombe à zéro. Ouais. Et c'est l'avantage d'avoir une batterie qui est un peu plus puissante que 1 kWh. Tu sais, parce qu'on a des voitures à 0,8 ou 0,6, puis il n'y a pas tout à fait assez de puissance pour que ça tombe vraiment en mode électrique. Alors, quand on roule normalement, là, comme tu le fais, alors on peut justement obtenir cette consommation-là. Puis je me souviens que la première fois que ça m'était arrivé avec une Toyota Camry. Je roulais sur la 20, exemple, et tout à coup, plus de moteur. Puis, à ma grande surprise, c'était justement le système hybride qui entrait en action. Alors, petit réservoir, 50 litres d'essence. Alors, quand tu as un petit réservoir après un véhicule, regarde, avant d'acheter, informez-vous de la capacité du réservoir. Ça va vous donner une sacrée bonne idée pour savoir si le véhicule est économique ou pas. Ça joue beaucoup généralement. Écoute, si je peux compléter ce petit réservoir, c'est vrai, mais l'autonomie affichée, quand j'ai pris la voiture, était à 787 km. Et c'est exactement ce que je suis en train de faire avec. Ah ouais. C'est-à-dire que j'ai fait 300 km, puis il m'en reste encore 400 d'autonomie, malgré la température froide. Donc, oui, on a un petit réservoir, mais l'hybridation fait qu'on est capable, effectivement, de compenser l'absence un peu de... C'est là que ça ajoute à l'économie du véhicule. Alors, les roues 18 pouces, quand l'hiver arrive, comme on est actuellement, bien, c'est que les pneus 18 pouces sont moins dispendieux qu'un 20 et un 21 pouces. Et on a aussi, ça ajoute au confort de la voiture. Bien, moi, je pense que, premièrement, quand on regarde la voiture, quand on monte à bord, qu'on regarde les matériaux utilisés, on réalise que les Coréens ont vraiment fait un bon travail à ce niveau-là. Et c'est ça.
Confortable, L'intérieur. agréable, douceur de roulement. Puis l'intérieur, on se retrouve dans une Hyundai. Là. C'est-à-dire que double écran, 12,3 pouces, incurvé en partie, les sièges qui sont confortables. Tu sais, on n'a pas réinventé la roue avec l'intérieur. On a refait ce qui fonctionne bien ailleurs. Donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Là. On a assagi le design. Ça, Oui. c'est le gros point qu'on a fait parce que la Sonata, à un moment donné, je me suis dit probablement qu'on va l'abandonner, puis c'est probablement dans les plans à venir dans les prochaines années, mais on l'utilisait comme banc d'essai au niveau design. Là. On l'a massacré pas à peu près. Là. On est arrivé avec des devants, des designs absolument épouvantables. On essayait des trucs. On prenait la Sonata pour dire qu'on en vend, qu'on n'en vend pas, c'est pas grave. On y met un design quelconque, puis on fait des essais. Puis ça veut dire que le fabricant a confiance en ses moyens. Absolument. Là, on est arrivé à un compromis qui est vraiment unique dans le marché. Ça fait qu'elle est vraiment très réussie. Allez, mettez une traction intégrale à cette voiture-là, puis vous allez en vendre C'est ça. énormément. Mais probablement qu'on veut protéger nos sports utilitaires. Moi, je pense que c'est c'est peut-être plus une de ça. ces raisons. Parce que les berlines, on s'entend, là. Puis, tu sais, l'Altima disparaît, l'Altima ne sera plus là. C'est ça. Il reste la Honda Accord, la Toyota Camry. On n'est pas dans une séquence de développement des berlines On intermédiaires. voit que ça s'en vient pointu, ça on s'en rentre vient dans pointu. l'entonnoir. Ben oui, mais on veut les conserver, ces berlines-là. C'est le fun de faire Il y a de un la route marché. avec une berline comme Et ça. juste un détail, on n'a pas parlé du prix. Hein? C'est quand même une voiture qui vaut à peu près 38 000 là. C'est pas, C'est pas excessif. c'est pas excessif. Tu sais, on s'est ramassé avec des voitures en studio qui valaient pas mal plus que ça. Absolument. Donc, celle-là, elle est quand même relativement abordable. Merci, messieurs. Ça fait Plaisir. Alors, voilà, on s'arrête à virage et on vous revient. Car Expert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. Car Expert à la fine pointe de la carrosserie. Nous sommes présentement chez DCF en compagnie de Sébastien Tardif. Salut, Sébastien. Allô, Daniel? Ça va bien? Très bien, toi? Aujourd'hui, on va démystifier quelque chose. Pompe à chaleur ou système de chauffage électrique. On nous suggère souvent de prendre un véhicule avec pompe à chaleur au lieu du système électrique parce que c'est plus énergivore. Essaie de nous démystifier le tout. Oui, avec grand plaisir, Daniel. Donc, les deux, en fait, servent essentiellement à la même tâche, en fait. Là. Donc, en hiver, c'est pour venir chauffer l'habitacle du véhicule principalement. Donc, effectivement, si je donne un exemple, en fait, il y a des manufacturiers comme Tesla, quand la Model 3 est sortie, ils ont sorti le véhicule avec un chauffage d'habitacle de type qu'on appelle résistif. Donc, c'est très, très simple, comme un élément, en fait, qu'on a dans une sécheuse dans la maison, en fait. Là. Donc, lui, il s'approvisionne de haute tension, puis il va venir chauffer l'habitacle du véhicule. Très Donc, simple, très efficace. exact, très simple, très efficace, en fait. Mais un peu énergivore. Et beaucoup énergivore. OK. En fait, là, on parle de plus de 4 fois plus énergivore qu'une thermopompe. OK. Donc, on sait dans les véhicules électriques, chaque électron, en fait, là, est très... Il faut qu'il soit, en fait, là, dépensé avec parcimonie. Donc, parce que, en fait, l'énergie dans la batterie est quand même limitée. Donc, d'avoir fait le changement pour le système de thermopompe, qui est un système comme vous avez à la maison. Donc, qui, dans le fond, qui permet de venir refroidir, réchauffer votre maison, qui est ni plus ni moins un compresseur de climatisé, où est-ce qu'on va venir compresser un gaz frigorigène, qu'on appelle, en fait, là, puis dépendamment des véhicules, ça change. Et ce gaz-là, dépendamment de la zone d'évaporation et de condensation, on est capable de créer un point de chaleur ou de froid à l'intérieur de l'habitacle. Et en plus de ça, on est même capable de venir apporter cette chaleur-là ou même cette fraîcheur-là dans la batterie à l'aide de notre chip. C'est là que ça prend tout son sens. Exact. Parce que c'est beaucoup de composantes. Oui. Seulement pour l'habitacle, on se dit on pourrait garder seulement le système électrique. Mais là où ça change tout, c'est que ce système-là vient réchauffer ou refroidir la batterie, mais surtout refroidir la batterie. Je pense que c'est là qu'on a le plus de gains. Et ça permet d'avoir une batterie qui va durer plus longtemps et qui va probablement être plus efficace. Exact. Donc, Fait que c'est pour ça que ça prend tout son sens. oui, c'est un système, en fait, qui est vraiment apprécié. Là. Les personnes qui ont justement ce type de système-là dans leur voiture, ils aiment vraiment ça. En fait, là, ça donne des véhicules qui sont très peu énergivores. Là. Donc, on le voit avec les Tesla. Là. Donc, une Tesla comme celle-ci peut, en fait, là, faire une consommation de 12 kWh au 100 km, là, qui est presque un record dans l'industrie. Quand ce système-là est bien entretenu, en fait, il est très efficace. Ça demande un petit peu plus d'entretien. Là. Donc, nettoyer les radiateurs à l'avant, venir, en fait, là, changer les cartouches, en fait, qui permettent la déshydratation du système dans le frigorigène. Donc, un coup que c'est bien entretenu, en fait, là, justement, on est capable d'avoir un véhicule qui est vraiment ultra efficace sur la route.
Évidemment, il n'y a rien de gratuit dans la vie, plus efficace, un petit peu plus de frais, mais il faut choisir des véhicules électriques idéalement avec ces systèmes. Exact. Donc, il faut bien évaluer ses besoins. Et ça ne veut pas dire que les Tesla d'ancienne génération qui ne possédaient pas cette technologie-là sont des mauvais véhicules, loin de là. Mais quelqu'un qui dit, moi, j'ai besoin d'un petit peu plus de kilomètres, en fait, parce que dans mon trajet quotidien ou la fin de semaine, je veux faire plus de route, c'est une très belle option, en fait, à se procurer sur un véhicule électrique. Merci beaucoup, Sébastien. Merci à toi, Daniel. Nous sommes de retour et c'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Marc, tu commences avec quelle nouvelle? Avec le Ford Bronco, qu'on n'aura pas. Comment ça, on n'aura pas? Parce que, bon, tu sais qu'on a beaucoup parlé de la provenance éventuelle d'un bébé Bronco. Hein? Bien, en fait, Ford va effectivement lancer un bébé Bronco, mais en Europe. Pour le moment, ça va être un Kuga, j'imagine? Exactement. C'est exactement ça. C'est sur la plateforme du Kuga. Ça va donner un style à peu près Bronco Sport, mais en termes de performance, mais on parle de dimension puis de look qui serait correspondant à celui du Bronco traditionnel. Mais attention, on parle d'un véhicule qui pourrait être électrifié, donc hybride en partie. Moi, là, ça me fait mal au cœur. On n'a pas les bébés. Non. Le bébé Land Cruiser, on ne l'aura pas. Non. Le bébé Bronco, on ne l'a pas. C'est quoi? On est trop gros? Peut-être. Pour rentrer dans ces petits véhicules-là? Je suis bien mal placé pour répondre à cette question-là. Réponds pas, Marc, mais... mais je trouve que ça m'attriste, je trouve ça plate. Bien, moi aussi, puis tant qu'à t'attrister, je vais t'attrister. Je voulais garder la nouvelle pour plus tard, mais je vais continuer de t'achever. Kia, qui a présenté un concept il y a quelque temps, le EV2, qui est un petit véhicule, eh bien, il va avoir lieu, mais en Corée et en Europe. Donc, il n'y aura pas de EV2 chez nous non plus. C'est ça. On a confirmé, en fait, que le véhicule arriverait, mais bon, je dis ça, mais en fait, on ne sait pas, mais on sait pertinemment que ce n'est pas le genre de véhicule qu'on importe ici, là. Regarde ce qui se passe avec tous les autres fabricants qui n'amènent rien de cette taille-là. Petit véhicule électrique avec petit kilométrage, comme la Fiat 500e, qui est extraordinaire. Oui, absolument. Qui a une finition incroyable, qui va bien. 260 km d'autonomie. Mais pour ici, c'est pas suffisant parce qu'elle se vend bien, par contre. Bien, pour ce que oui. Puis les gens sont... Dès qu'il va y avoir un petit moteur dans cette Fiat 500-là, ça va se vendre incroyable parce que ça n'a rien à voir avec l'ancienne. Non. Mais les petits véhicules à essence, les fabricants en ont en Europe de très beaux, on n'a rien ici. On n'a rien. Ça se vendrait. Mais si tu n'en as pas, tu ne peux pas en vendre. Le problème, c'est que ça se vendrait chez nous, au Québec. Il n'est pas dit que ça se vendrait partout au Canada et encore moins aux États-Unis. Tu sais comme moi, l'expérience a prouvé, prenons juste la Smart, l'expertise de Smart. On en a vendu des tonnes au Canada. Quand on est arrivé aux États-Unis, c'est Roger Penske qui avait décidé d'importer ça aux États-Unis. C'est même pas Mercedes. Puis, ça s'est pas vendu. Les concessionnaires ne voulaient rien en bas de la classe C. Ils vendaient même pas de classe B. Mercedes aux États-Unis. Alors, il n'y a pas le marché pour ça au niveau nord-américain. C'est un peu malheureux. Dans les autres nouvelles, il y a Mazda qui nous annonce, tu sais que le CX-5 2026 va arriver bientôt. On nous a annoncé il y a quelques jours le nouveau système d'infodivertissement. Ce qui, je dois le dire, me réjouit profondément parce que celui qu'il y a actuellement m'a fait sortir de vilains gros mots à plusieurs reprises. Mais là, ça va être ce qu'on appelle Google Built-in. Donc, c'est le système de Google qui va être à l'intérieur. Donc, on n'aura littéralement même plus besoin de notre téléphone à bord. Oui, pour faire des appels, mais tu sais, ça va être votre compte Google qui va être là. Un peu comme ce que Volvo fait déjà, ce que Polestar fait déjà, ce que d'autres font. Donc, on a décidé d'intégrer ça dans un nouvel écran tactile qui est beaucoup plus joli à plus haute définition. Un volant qui va aussi être haptique, donc plus facile d'aller chercher les contrôles. Donc, on modifie considérablement cet élément-là. C'est une nouvelle importante pour Mazda parce que, je l'ai dit et je le répète, c'est un système qui n'était vraiment pas très apprécié là, du côté de Mazda. Non, ça va faire du bien. L'extérieur, c'est pas, ça reste à peu près dans la même chose. Là, c'est le nouveau CX-5. Mais la révolution va être à l'intérieur. Absolument. C'est le système d'exploitation. J'adore qu'on garde la même mécanique. Bref, on va vous en reparler en long et en large de ce nouveau CX-5, mais il est bien né. Oui, et il arrive là, quelque part, janvier-février, on devrait aller faire les premiers essais, donc on devrait on se croise les doigts pour l'avoir à l'International de l'Auto de Québec. Exactement, on verra.
Parlant de qualité, la JAC a présenté cette semaine les semi-finalistes du concours canadien des voitures de l'année. Il y en a plusieurs. Je vais les passer rapidement. Là. Au niveau des voitures, Honda Civic, Hyundai Elantra, Kia K4, Toyota Prius et Porsche 911 Carrera. C'est avec une coquette, là, on est à peu près dans la même catégorie. Tout à fait. Au niveau du VUS de l'année, Maverick, Passport, Palisade, Forester et Toyota RAV4, quand même. Au niveau du véhicule électrique... Bien, le RAV... Excuse, Marc, mais le RAV4, on peut lui donner tout de suite. Là. Oui. Nouveau modèle. Oui, mais en même temps, je te dirais que le nouveau Palisade puis le nouveau Passport ne sont pas négligés non plus, compte tenu du prix. On verra ce que ça va donner. Et là, la question, c'est... Le problème, en fait, du RAV4, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu l'essayer. Parce qu'il n'est pas arrivé encore. Alors, techniquement, je ne suis même pas sûr qu'il devrait être admissible au prix. Fait que c'est là que ça va jouer. Dans la catégorie des voitures électriques, BMW i4, Ioniq 6, Lucid Air, Porsche Taycan et Toyota Prius Plug-in. Encore une fois, la Taycan et la Prius. Lucid, Prius, tout est pareil, tout va bien. Et au niveau des VUS, le iX de BMW, le Ioniq 9, le Kia EV9, la Lucid Gravity et le Porsche Macan électrique. Encore une fois, là, c'est une espèce des noix mélangées de façon Lucid réussissent à se glisser ici et là, malgré une distribution presque inexistante. Oui, c'est en fait, quand tu as essayé la voiture, tu fais « Wow, c'est toute une voiture ». Quand tu regardes la facture et tu essaies d'en acheter une, c'est un autre débat. Et c'est pour ça que moi, je pense que ça ne mérite pas d'être une voiture de l'année. Peu importe la qualité de la voiture elle-même, il faut à un moment donné qu'il y ait un minimum de distribution et je pense que c'est pas le cas. Dans les nouvelles qui vont encore t'attrister, Daniel, voyons. Jaguar renvoie son designer. Pas celui qui a fait le beau concept. Oui, monsieur, lui-même, Jerry McGovern. En fait, c'est un peu triste dans une certaine mesure parce que c'est aussi à lui qu'on doit les Land Rover et le Defender de nouvelle génération. Donc, c'est pas n'importe qui. Il va se retrouver de l'emploi. Oui, oui. Mais c'est quand même lui qui est derrière le changement radical de Jaguar avec la Jaguar Zero. Écoute. Là, on l'a laissé aller un peu trop. Oui, c'est ça. On aurait dû l'encadrer, mais je pense que c'est ça le problème. C'est le manque d'encadrement et de vision de la compagnie. Oui, oui. Puis là, ils ont décidé de tout retirer de toute façon. Sous ce changement-là qu'ils avaient fait, ils l'ont ramené à zéro, puis ils vont repartir sur d'autres bases. Alors, je pense qu'il fallait absolument... C'est inquiétant pour la compagnie. Ah oui, écoute, c'est pas... Heureusement, ils ont Land Rover qui fonctionne assez bien, parce que Jaguar, là, c'est pas très, très édifiant pour le moment. Écoute, une bonne nouvelle pour l'industrie automobile canadienne. La production du Charger à essence a commencé en Ontario, à Windsor. Donc, évidemment, on est très heureux. D'autant que ça va augmenter le corps de travail, passant de 5 000 à 6 600 employés dans la région de Windsor. Donc, c'est une excellente nouvelle. Charger à essence, 6 cylindres en ligne. Exact. On a hâte de voir arriver ce véhicule-là. Ça va se vendre de façon incroyable. Ça va être épouvantable parce que l'électrique... C'est le modèle qui aurait dû sortir il y a 15 ans. C'est ça, mais l'électrique, lui, ne marche pas. Dans les autres nouvelles qui, elles, me font plaisir, Mercedes qui veut nous présenter un Mercedes classe G cabriolet. Tu sais que moi, j'en parle juste parce que j'aime la classe G, OK? Et parce que la semaine prochaine, on est supposé avoir la classe G électrique en studio. Alors, évidemment, je ne pouvais pas passer aux côtés de cette nouvelle-là qui, pour moi, est extrêmement intéressante. Tu aurais pu la passer, cette nouvelle-là. Non, ça, c'était pour me faire plaisir à moi, quand même. Ça fait plaisir souvent, Marc. Et dans une autre nouvelle dont je voulais te parler, puis je veux entendre ton avis, la semaine dernière, la ministre des Finances au Royaume-Uni a présenté son budget. Dans le budget, elle prévoit qu'à compter de 2028, les propriétaires de voitures 100 % électriques et d'hybrides branchables devront payer une taxe kilométrique qui va varier de 5,5 sous le kilomètre à 3 cents si vous êtes un hybride branchable. Donc, on parle pour 10 000 km d'à peu près 650 $. Écoute... Un suicide pour la voiture électrique. On a fait la même chose en Nouvelle-Zélande, puis ça a baissé de 51 % les ventes. Là. Ici, au Québec, ils vont être beaucoup plus intelligents que ça. On ne taxera pas au kilomètre les propriétaires de véhicules électriques. On va augmenter l'électricité. Fait que, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas la même chose là-bas? Parce que ça touche tout le monde. Et c'est là qu'est le débat, en fait. C'est qu'en en mettant une taxe kilométrique... Bien là, on vient tuer le marché de la voiture. Oui, par contre, c'est l'utilisateur payeur. Au Québec, mais dit aux propriétaires de véhicules électriques, vous allez être taxé X sous selon à chaque kilomètre. Il ne se vend plus aucune voiture électrique au Québec. Oui, mais d'un autre côté... C'est un suicide total. Si tu augmentes l'électricité, tu touches tous les citoyens et tu fais payer tout le monde plus cher
pour ce qui, en fait, touche un certain nombre de personnes qui utilisent le réseau avec des voitures électriques. On s'en va vers un parc électrique, donc c'est malheureusement l'avenue qui va être empruntée au Québec, je suis persuadé. Écoute, je trouve... honnêtement, je suis assez partagé sur ce point de vue-là. Je le sais pas exactement. Moi, je souhaite qu'on n'en arrive pas à taxer les voitures électriques. Si on veut remplacer une voiture électrique par une voiture à essence par une voiture électrique, on doit en vendre. Et si on les taxe, les propriétaires de véhicules électriques, on n'en vendra plus. On a enlevé les subventions. Les fabricants ont donné des rabais équivalents à la subvention et le marché a tombé. Effectivement. Imagine si on les taxe. Mais au c'est un Royaume-Uni, suicide pour la voiture au électrique. Royaume-Uni, on a le beurre et l'argent du beurre parce qu'on va récolter, dit-on, 3,2 milliards de dollars par année avec la taxe. Mais on continue de donner 7 000 livres de subventions aux acheteurs de voitures électriques. Donne d'un bord, l'enlève de l'autre, coupe la subvention au lieu de taxer le monde. Puis en plus, comment savoir à chaque fois que tu as parcouru X nombre de kilomètres? Ah, mais ça, chez nous, on ne l'a pas. Mais eux autres ont une inspection annuelle. Les trafiquants d'odomètres vont avoir de l'emploi. Là. Allez au Royaume-Uni, vous allez avoir de la job. Effectivement. Voyons, ça marche pas. Ni qu'une tête, cette affaire-là. Mais moi, je pense qu'on va certainement en entendre parler au Québec ou au Canada, je suis convaincu. Marc, tu m'as assez bouleversé de même. Allons vers une voiture électrique, justement, que tu as essayé. Oui, bien sûr, la nouvelle Nissan Leaf que j'avais bien hâte d'essayer. On va écouter ça à l'instant. C'est rare quand on parle d'un véhicule historique qu'on parle d'un véhicule électrique. Et pourtant, c'est un peu le cas aujourd'hui, alors qu'on est en Ontario sous un ciel gris automnal avec la nouvelle Nissan Leaf. Ben oui, l'automne Leaf, jeu de mots ordinaire un peu, mais l'essai, lui, valait la peine. Et pourquoi je parle de véhicule historique? Parce que la Nissan Leaf, c'est une des voitures électriques originales qui ont un peu lancé tout ce qui se fait actuellement dans le monde de l'électrification. Évidemment, il y a eu la EV1 du côté de GM, mais la Leaf est l'une des premières, lancée il y a 11 ans, et depuis, on en est à la 3e génération. Vous aurez compris que la première était un peu ordinaire, avec à peine 150 km d'autonomie. Aujourd'hui, on a quand même progressé beaucoup. On arrive avec un véhicule qui n'est plus exactement une petite berline. Du côté de chez Nissan, on nous parle plutôt d'un multisegment, pas d'un vrai VUS, parce qu'évidemment, les dimensions sont un peu limitées. Mais quand même, c'est un multisegment. Donc, un véhicule qui a une autre conformité, un autre style et pour lequel on a travaillé très fort sur l'aérodynamisme. D'ailleurs, le coefficient d'aérodynamisme de la version 2026 de la Leaf est encore plus bas que celui de la 2e génération, ce qui est vraiment excellent. En termes de mécanique, écoutez, on n'a rien réinventé, mais on arrive quand même avec quelque chose d'intéressant. La voiture qui est derrière nous, c'est celle qui a une batterie à autonomie prolongée, 75 kWh. On nous promet, selon les versions, entre 417 et 488 km d'autonomie. Évidemment, tout ça dépend de la grosseur des pneus, des poids, des différents équipements qui équipent le véhicule, mais ça donne à peu près ça. Il y aura une seconde version qui va arriver un petit peu plus tard avec une batterie un peu plus petite, 53 kWh. On s'est bien gardé cependant de nous dire quelle était l'autonomie de ce véhicule-là et en plus quel était le prix, parce qu'évidemment, elle devrait être moins chère. Le véhicule qu'on a derrière nous, il a été entièrement repensé. On l'a vu à la silhouette, bien sûr, il ressemble au Aria qui aurait un peu rétréci au lavage, mais dans l'ensemble, c'est un véhicule qui est beaucoup plus moderne. À l'intérieur aussi, on joue la carte très épurée avec un double écran de 14,3 pouces. Pas toujours simple à consulter, mais malgré tout relativement efficace. Sur les versions les plus élevées, on utilise le système Bose avec les haut-parleurs dans l'appui-tête, ce qui est excellent évidemment pour la diffusion. Sur les autres versions, c'est un bon système de son qui fonctionne bien, mais qui est peut-être un peu moins performant. On nous a dit qu'on avait amélioré l'insonorisation. Je suis obligé de vous dire que c'est pas tout à fait ce que l'on a pu constater, mais évidemment, on a roulé par une pluie diluvienne. Alors évidemment, les bruits d'eau dans les arches de roue étaient un peu plus imposants. Au total, c'est 214 chevaux, 261 livres-pieds de couple. C'est un véhicule qui est assez dynamique. Ce qui est particulièrement intéressant, cependant, c'est le travail qu'on a fait sur la suspension. On a traversé des routes qui étaient vraiment pas très jolies, en fait, qui n'ont rien à envier à celles que l'on a au Québec parmi les pires. Et malgré tout, la voiture s'est très bien comportée. Elle était très stable, très agréable à conduire, très dynamique. C'est donc un véhicule qui, honnêtement, connaît une belle progression et qui devrait plaire pas mal. Le bémol, de 44 à 52 000 $ selon les versions, bien entendu, c'est pas donné, mais on espère qu'on va être capable de garder un peu d'incitatif financier pour donner un petit coup de pouce à une voiture qui le mérite bien.
Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Voilà de retour et c'est le temps de parler avec Max Dubois de la partie 2 des voitures chinoises qui pourraient peut-être arriver sur notre marché ici en Amérique du Nord. Salut Max! Salut Daniel! Ça va bien? Très bien, merci. Alors, partie 2, tu nous avais déjà fait une première partie et là, tu continues avec différents constructeurs. Oui, exactement. On avait fait, tu te rappelles, il y en a tellement, on peut choisir, on pige la main, puis il y en a tellement des constructeurs chinois. Ouais. On avait entre autres parlé de BYD, Xpeng, NIO, et on avait commencé aussi à regarder le côté positif. Qu'est-ce que ça mènerait des voitures chinoises en vente ici au Québec, en sol canadien? Qu'est-ce que ça pourrait donner? Alors, on va regarder aujourd'hui 3 autres marques avec des modèles spécifiques qui pourraient être intéressants pour le marché ici. Et on va regarder le côté négatif maintenant. OK. Alors, on commence tout de suite avec Leapmotor. Et Leapmotor, c'est quoi? Bien, c'est 20 quand même de Stellantis. Stellantis est actionnaire à 20 donc, c'est quand même assez intéressant. Leapmotor est partout du côté de l'Europe, entre autres dans 9 pays depuis 2024, 9 pays supplémentaires. Le modèle C10 est quand même assez intéressant. Il y a plusieurs modèles, mais le C10 est déjà disponible en France. C'est un 5 places avec, évidemment, ce qu'on est capable de calculer avec les valeurs européennes. On a quand même un 420 km d'autonomie et ça se vend en Chine l'équivalent de 17 000 Donc, c'est vraiment intéressant. Ça peut être très intéressant. Et surtout que, bon, disons que c'est épaulé par un géant, là, quand même. Stellantis et des tentacules partout, là. On veut utiliser cette division-là surtout pour les petites voitures chez Fiat, les premières applications de voitures chinoises mises au goût du jour pour Fiat. Ça pourrait être les premières applications qu'on va voir. Leapmotor, donc, à surveiller assurément. Zeekr et le modèle Zeekr, le modèle X qui est important. Ça fait partie de Geely. Alors, Geely, on sait, a acquéri Volvo depuis 2010. Et si on regarde, entre autres, un modèle qui est particulier, le modèle X, bien, on peut voir qu'il y a quand même des similitudes avec le Volvo EX30, bien, c'est la même chose. Ils partagent énormément de... Disons qu'ils font à manger avec le même garde-manger. Si on peut se parler comme ça. Un modèle qui est quand même assez intéressant, qui, lui, veut concurrencer NIO et Tesla. Ça, c'est ce que lui veut vraiment regarder. Alors, ça nous donne quand même une bonne lignée, un bon objectif. À quoi ça pourrait ressembler? C'est à surveiller. Donc, Zeekr, le modèle X. Et un autre que je veux te parler, une marque mythique qu'on connaît bien, MG. MG, oui, les fameux MG, mais quand même, ça appartient à SAIC Motor depuis 2007. Et eux font des véhicules essence, des véhicules hybrides rechargeables. Et là, c'est quand même assez intéressant parce que là, on veut vraiment travailler le côté 100% électrique, ce qu'on veut avoir. Et on a une approche très minimaliste. Le modèle S5 pourrait être quand même assez intéressant. On a quand même... un côté assez dynamique du côté de la ligne. C'est quand même assez intéressant pour le look, mais on y va quand même plus minimaliste et ça nous permet d'avoir des véhicules intéressants aux alentours de 35 000 là où il est vendu présentement et c'est déjà assemblé au Mexique. Donc, potentiel d'arriver chez nous sans tarif supplémentaire. Absolument. Donc ça, eux attendent juste le OK. Le OK, puis ça ne devrait pas trop tarder qu'on va revoir des MG chez nous. Bon, tu te rappelles, il y a 2 semaines, lorsqu'on a parlé du côté positif, les véhicules chinois qui se sont améliorés. Il y a déjà des véhicules qu'on connaît, des grandes marques qui sont assemblés là-bas, les Lincoln Nautilus, les Buick Envision, les Polestar 2, les Honda Fit de dernière génération. Ça, c'est tous assemblés directement en Chine. Par contre, il y a évidemment beaucoup de côtés négatifs qu'on doit regarder. Il y a des problèmes de jeunesse. Problème de jeunesse quand même assez important, c'est que est-ce qu'on aura un réseau de recharge qui sera bien adapté pour ces véhicules-là? Les véhicules arrivent, il va y avoir des transformations. Donc, les prix vraiment abordables qu'on voit vont quand même avoir des adaptations pour notre réseau de recharge pour qu'ils puissent être capables de subir toutes les kilowattheures, les bornes très, très grosses maintenant, très puissantes. Il va falloir que ça suive. Donc, il va y avoir probablement des problèmes. Donc, la capacité de charge va devoir s'améliorer.
Mais pas notre réseau. Notre réseau est déjà là, donc c'est la capacité de charge, probablement, Absolument. des véhicules. OK. Et il va falloir aussi regarder et être un peu plus calme là-dessus. Parce que là, on regarde des marques qui travaillent depuis quand même un bout de temps à l'extérieur. Mais chez nous, on a quand même des véhicules qu'on connaît. On a des réseaux de concessionnaires qui sont partout et qui ont quand même des problèmes. Rappelle-toi les problèmes de la batterie pour la Bolt. Rappelle-toi les premières Mach-E, comment ça a été des véhicules à problème. Rappelle-toi juste le Volkswagen ID4. On est rendu à quoi? 14 rappels, dont certains quand même importants. Et c'est pour dire que ces véhicules-là ne sont pas toujours à point. Il y a toujours des choses à faire. Et quand même des constructeurs qui sont extrêmement bien établis depuis très longtemps et surtout un réseau de concessionnaires qui est partout. C'est justement... Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle. Les Chinois travaillent sur des technologies qui sont un petit peu en avant. Ouais. Et présentement, là-bas, il n'y a pas d'histoire d'horreur à venir jusqu'à maintenant. Et ils ont des nouvelles chimies à l'intérieur des batteries. Justement, ces compagnies-là que tu nommes, qui sont bien connues, les Volkswagen, les Audi, les Chrysler, les Stellantis et autres, ça va leur mettre de la pression pour qu'ils travaillent peut-être un petit peu mieux à des prix justement plus concurrentiels. Donc, c'est probablement la concurrence que ces compagnies-là ne veulent pas voir parce que des fois, et depuis des années, ils tournent les coins ronds. Mais je pense que ça peut leur mettre une pression où le consommateur serait gagnant. Mais le consommateur doit quand même être prudent. Je t'explique. Oui. Puis notamment sur l'autonomie, parce qu'ils annoncent des autonomies de 420 km tantôt. Mais... C'est pas la même façon de calculer. Probablement que rendu ici, c'est 300 km. Mais pense à Fisker, pense à Imperium Skywell. Tu te rappelles, les gens ont mis des dépôts, ils voyaient quelque chose de magique. Et finalement, qu'est-ce que ça fait? Parce qu'Imperium n'était pas un fabricant, c'était un distributeur indépendant. Ouais. Mais ce sont quand même des... Mais pense à ce moment-là, je te ramène du côté de VinFast, qui est vietnamien. On est rendu à 5. C'est pas chinois. Non, c'est vietnamien, mais quand même, c'est une nouvelle marque. On voyait ça, le VF8, avec des ressemblances. Fisker, c'est américain. Oui, mais donc, tu comprends? On n'a pas encore l'expérience de ces voitures-là ici. Oui, il faut être prudent. Mais il faut les rentrer pour mettre de la pression à la baisse sur GM, Ford, Chrysler, Stellantis et les autres qui vendent des voitures trop chères. Je suis d'accord avec toi, mais ces premiers véhicules-là, on doit être extrêmement méticuleux et faire attention. On peut parler en connaissance de cause. Je te parle directement du VF8 qu'on a eu au Salon de l'Auto à l'essai en janvier 2024. On a eu une panoplie, on a eu... ça d'épais de problèmes avec ces véhicules-là. Alors, on doit faire attention. On est passé de 10 centres à 5 centres au Canada. Donc, puis là, pense aussi à la valeur de revente. Les compagnies non, même les nouveaux véhicules qui vont arriver chinois, là, les compagnies d'assurance ne savent pas sur quoi se baser. On a beau garantir 10 ans, si ton véhicule est toujours rendu au garage, c'est pas très intéressant. Pourquoi tu penses aussi que les compagnies d'assurance vont être quand même assez élevées aussi là-dessus? Les primes d'assurance sont élevées. Si on doit toujours avoir le véhicule puis avoir compter sur des véhicules de courtoisie, les compagnies d'assurance, ils ne seront pas très heureuses là-dessus. Moi, je donne la chance aux coureurs. Oui. Je pense que la construction et leur mise en marché, ce qui se passe en Europe, c'est de bon augure. Ça va bien. Ils ont moins de problèmes que ce qu'on peut retrouver chez Renault, Peugeot, Citroën et les autres. Donc, pour l'instant, c'est de la belle pression qu'on met sur le reste de l'industrie. Et tout le monde est nerveux. Donc, moi, je suis nerveux, anxieux, j'ai hâte de les voir arriver, fébrile. En même temps, j'ai toute une gamme d'émotions. Mais je vois ça d'un bon œil si on peut réussir à avoir ces autos-là et qu'ils se vendent moins cher. La concurrence. Le consommateur va avoir raison à la fin. Absolument. Mais moi, je ne veux pas servir d'expérience au départ. Absolument pas. Merci, Max. Ça fait plaisir. Alors voilà, on s'arrête à Virage et au retour, on répond à vos questions. Restez là. Si vous voulez nous rejoindre, 670-9078, poste 230 ou encore virage@telemac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous poser vos questions et commentaires. Et la semaine prochaine, ça va être notre dernière émission avant la courte pause du temps des fêtes. On va passer plus de temps à répondre à vos questions, alors n'hésitez pas à nous les envoyer en grand nombre. Mais si on commence tout de suite cette période de questions, Toyota Avalon. 86 000 km, c'est un membre de la famille. On demande 32 000 On y va pas...
on demande un bon prix. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un bon achat? C'est un superbe de bon achat. Au niveau du prix, par exemple, demandez donc une faveur. C'est quelqu'un, un membre de votre famille. Il y a peut-être de la chicane dans la famille, puis on ne sait pas, parce qu'à ce prix-là, c'est effectivement un peu élevé. Mais ça dépend évidemment de l'année, ça dépend d'un paquet de choses. 2020, 86 000 km. Oh, quand même, là, c'est un petit peu dispendieux, mais c'est un véhicule qui va vous toffer encore plusieurs années. C'est un véhicule qui est increvable et confortable. Pas le plus stimulant à conduire, mais un véhicule qui est absolument increvable. Là. Rien à dire. Très bon, c'est ça. Tu as fait un véhicule de qualité et qui est connu et qui est reconnu. Alors, moi, c'est le prix qui me chatouille un peu. Puis je me dis, si ça vient de la famille, je sais bien que la famille, peut-être, veut le donner en échange ailleurs où il n'y a plus d'échange, justement. Ça vaut cher. C'est clair que ça vaut cher. C'était dispendieux à l'achat, en plus de ça. Ça vaut cher. Demandez une petite faveur. Ouais. Évidemment, on ne veut pas mettre de chicane dans la famille. On veut que vous passiez un beau temps des fêtes. Mais quand même, mettez peut-être 30. J'ai un petit offre, 30, 31, ça serait parfait. On fait un mi-chemin entre les deux. Demandez 30, finissez à 31, tout le monde va être content. Nadine, elle a dit, elle a 3 enfants, un 4e en route. Bravo et félicitations. Puis elle demande s'il va y avoir des mini-fourgonnettes électriques qui vont arriver sur le marché, mais des vraies mini-fourgonnettes électriques, un peu style comme la Volkswagen, mais à un meilleur prix. La Volkswagen, c'est la ID Buzz, évidemment, mais une vraie mini-fourgonnette passager, mettons comme une caravane. Électrique. Pour le moment, il n'y a pas de plan. Il faut se contenter des EV9 qui sont quand même pratiquement des mini-fourgonnettes. Il y en a 9, mais pas tout à fait. 9. Non, parce qu'ils n'ont pas les portes coulissantes. Et ça, c'est honnêtement le plus grand avantage des mini-fourgonnettes, là, c'est l'accès à bord par les portes coulissantes. Mais actuellement, il n'y a pas de plan à cet effet-là. Du moins, moi, je n'en ai pas vu. Alors, je ne pense pas que ça soit... Surtout quand, on va se le dire, c'est pas la catégorie la plus populaire. Fait qu'on n'investira pas des centaines de milliers de dollars pour essayer de développer, des millions de dollars pour développer un modèle qui ne se vendra pas ou très peu. Le EV9 représente quand même vraiment là, du côté de chez Kia. Bien, Hyundai ont l'équivalent aussi, mais c'est probablement ce qui se rapproche le plus. Et à court terme, ce qui est le meilleur achat également, parce qu'au niveau de l'espace prix, dans le véhicule électrique, c'est ce que vous allez avoir de mieux. Sinon, bien, vous allez vers les hybrides. L'hybridation est quand même bien réussie du côté du Kia Carnival, du côté de la Toyota notamment. Et c'est vrai qu'on a eu quelques problèmes de fiabilité dans le passé, mais ça semble s'être réglé. La Chrysler Pacifica, moi, je l'ai essayé, je l'ai conduit, l'hybride branchable, et honnêtement, j'ai été agréablement surpris de la faible consommation de ce véhicule-là. Moi, je pense. Moi, personnellement, une Toyota hybride ou justement... La Pacifica hybride, c'est ce que je prendrais actuellement, dépendamment. Et pour des enfants, ça prend de la place. Puis c'est désagréable d'avoir des enfants à mettre dans un siège et d'avoir la porte qui te revient trop dans le dos ou d'être pogné avec ça, mais une porte coulissante, bravo. T'sais, avec les voitures électriques, le problème, c'est le système du bas de caisse. Parce que c'est l'espace que la batterie occupe. Donc, il faut peut-être une batterie moins large. Donc, ça peut se faire, mais je ne sais pas jusqu'à quel point on peut réussir à régler le problème. On n'a même pas vu nulle part ailleurs. Là. Même les fabricants chinois qui... Il n'y a même pas de concept. Non, rien. Jamais vu ça. Non. Bien, le 6 roues que tu nous avais montré à un moment donné, on salon de Tokyo. Là. Il y a un Lexus. Mais ça ne sera pas abordable si ça sort. Il y a un Lexus 6 roues qui s'en vient, si vous voulez, mais... Mais là, on parle en plus de mini-fourgonnettes électriques et abordables, moins cher que le ID Buzz. Même si là, on n'arrête pas de baisser les prix du ID Buzz. On a baissé de 22 000, là? Oui, ça va commencer à être intéressant tantôt. Là, on attend qu'il baisse d'un autre 22 000, puis on va vous en parler. Je tracte, Pierre, il dit, je tracte entre 6 et 10 000 livres à chaque jour. J'hésite entre un 1 500 et un 2 500. J'aimerais rester dans le 1 500, soit un Ford, soit un Ram. Donc, c'est toujours la question de balancer. Puis ce qui est le pire, c'est que les 2500, c'est probablement le véhicule qui va vous donner le plus de services, qui va vous rendre de meilleurs services. Puis ils ne sont pas vraiment plus chers. Ils ne sont pas beaucoup plus chers. Ils sont pas.
Ils sont pas. Parce que si on prend un 1500 et qu'on l'habille ou qu'on prend ce qu'ils appelle un heavy-duty, etc., on est rendu au prix d'un 2500. On n'a jamais les freins de la même dimension, on n'a jamais la Les éléments de suspension. suspension. Bien, on n'a jamais... Le véhicule n'est pas bâti pour donner autant de rendement, surtout lorsqu'on a 6 000 à 10 000 livres. C'est une erreur, Marc, d'avoir mis 12 000 livres de Ah oui, capacité de remorquage c'est avec 13. des véhicules 1500. C'est 13 000, en fait, dans le cas du Même F-150 13 000. notamment. Là. Mais oui, c'est vrai. Puis en même temps, il faut faire attention parce que pour l'usage que c'est le fun, là, tu remorques. Ouais. Mais il ne doit pas toujours avoir sa remorque pinée. Là. Fait qu'à un moment donné, il doit quand même rouler sans la Ben, remorque. à tous les jours, à chaque jour. Oui, mais je comprends, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a quand même un usage qui se fait sans la remorque à un moment donné. Et c'est là que le 2500 devient plus problématique parce que la consommation, elle est astronomique du 2500 par rapport au 1500. Alors, c'est là qu'il y a une différence. Mais vous avez raison de dire que si c'est d'abord un véhicule qui sert à remorquer, C'est ça. bordez-vous même pas du 1500, allez tout de suite au 2500, ça va être la meilleure solution. Moi, c'est ça que je pense. Si on remorque 6 à 10 000 livres occasionnellement, là, je dirais, essayez de demeurer avec le 1500. Vous allez avoir un meilleur véhicule parce que vous allez l'utiliser à tous les jours. Mais comme vous tractez à tous les jours, 2500 pour moi, peut-être sacrifier un peu d'équipement. Au lieu d'aller dans les full équipes, on peut avoir... Parce qu'avant, des 2500, on n'avait pas des limited puis des tout équipés. Là. Non, mais là... Donc là, on prend un modèle un peu moins équipé. On a quand même l'équipement de base qui est généreux. Mais quand Puis il n'y on y a continue. rien d'attaché après, là, un 2500, c'est quand même confortable aujourd'hui. Oui, oui, oui. Ouais, puis- C'est quand c'est même plus comme avant. confortable. Ouais, c'est plus- Ça a bien c'est plus, changé. Karine, une petite facile cette fois-ci, ça va faire du bien. Buick encore GX 9 en location avec pneus d'hiver inclus, 12 000 km par année. Quel parcours? Est-ce que c'est un bon achat? Oui. C'est un beau petit véhicule. Moi, j'ai pas de problème avec le Buick Il, encore. il est agréable, il est doux. Oui, c'est ça. Il est doux. Il est surprenant parce qu'on ne s'attend pas de ça. Parce que le nom Buick ne sonne pas tout à fait encore comme... En tout cas, que je pense. Non, mais ils ont des bons petits véhicules. Mais ils ont maintenant, des là. bons véhicules. C'est là, encore GX, l'Envista, l'Envision, Absolument. ce sont de bons véhicules. Voilà. Merci, messieurs. Ça fait plaisir. Plaisir. Alors, laissez-nous vos questions en grand nombre. On va y répondre la semaine prochaine. On va vous laisser plus de temps pour cette période de questions. C'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se revoit la semaine prochaine pour un autre Virage.